Narrateur voix ferme, posée, chargée de tension. À 21 ans, il était condamné à être pendu, enfermé, surveillé, sans échappatoire. Il ne lui fallait qu'une erreur, une faille dans la routine, pour tenter sa chance, et il l'a trouvée. Ce qui est arrivé ensuite a fait de lui une légende. Certains le considèrent comme un héros, d'autres comme un assassin. Mais l'histoire, la véritable histoire de Billy the Kid, est bien plus sombre, complexe et fascinante que ce qu'on nous a toujours raconté. Narrateur, partie 1. Il est né sous le nom de Henry McCarthy, dans un coin misérable de New York au milieu du 19e siècle. Fils d'immigrants irlandais, son enfance a été une lutte constante pour survivre à la pauvreté, à la maladie et au mépris d'une ville hostile. Très tôt, il comprit qu'en Amérique, personne ne lui tendrait la main. Après la guerre de sécession, il partit vers l'ouest avec sa mère et son beau-père, comme des milliers d'autres cherchant une vie meilleure. Mais dans le Nouveau-Mexique aride, cette promesse ressemblait davantage à une condamnation. L'air y était plus sec, certes, mais aussi plus dur. La terre ne donnait rien. Il fallait tout lui arracher. Silver City fut sa première escale. Il y apprit l'espagnol, dansa avec des filles mexicaines lors de nuits poussiéreuses et commença à se forger une nouvelle identité. Il n'était plus Henry. Il n'était même plus un enfant. Il devenait quelqu'un qui cherchait sa place dans un monde qui refusait de l'accepter. À 15 ans, il perdit sa mère, emportée par la tuberculose, et avec elle, tout ce qui restait de son enfance. Abandonné, orphelin, sans avenir, ce qui suivit était inévitable. Le crime le trouva, ou peu, être fut celui qui trouva le crime. Un petit vol, une arrestation, une cellule minuscule, et sa première évasion. Il s'échappa par la cheminée. Il ne pesait pas plus de 60 kilos, mais ce qu'il laissait derrière lui, ce n'était pas seulement une prison. Il laissait derrière lui Henry McCarthy, le garçon disparu, Billy Naki. À 16 ans, les poches vides, il traversa des déserts hostiles, des territoires sans loi et des terres gouvernées par les armes, non par la justice. Il apprit à monter à cheval, à tirer et à ne faire confiance à personne. Il devint un visage que les hommes craignaient alors qu'il n'apprenait encore qu'à tuer. Billy n'avait jamais de plan. Il n'avait qu'une boussole morale étrange, tordue, mais limpide. Loyal envers ceux qui le respectaient, impitoyable envers ceux qui abusaient du pouvoir. Lorsqu'il arriva à Lincoln, il rencontra le seul homme qui ne le traita pas comme un moins que rien, John Tunstall. Un jeune Anglais avec de grands rêves et des ennemis encore plus grands. Il lui donna un travail, un but et quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, la dignité. Mais cela ne dure pas longtemps dans un territoire où les affaires se règlent à coups de feu. La mort de Tunstall changea tout. Pour Billy, ce crime n'était pas seulement une trahison, c'était une déclaration de guerre. Narrateur, partie 2. La guerre ne tarda pas à éclater. Billy rassembla les derniers hommes du groupe de Tunstall, de jeunes cowboys, des marginaux, des hommes sans nom ni fortune, mais animés d'une rage suffisante pour rendre justice par leurs propres moyens. Ils se surnommèrent les régulateurs. Ils ne répondaient plus à aucun shérif, aucun juge, aucun gouvernement. Ils n'obéissaient qu'à un seul serment, venger leur patron assassiné et mettre fin au règne de la Maison, le cartel économique qui gouvernait le comté de Lincoln d'une main de fer. Leur première cible était évidente, le shérif William Brady, complice direct de l'assassinat de Tunstall. Le 1er avril 1878, à l'aube, les régulateurs lui tendirent une embuscade dans la rue principale de Lincoln. Billy tira sans hésiter. Ce fut un règlement de compte, un meurtre. Mais pour lui, aucun doute, Brady n'était pas un représentant de la loi. C'était un exécutant au service d'un régime corrompu. Dès lors, le comté de Lincoln devint un champ de bataille. Attaques, incendies, fusillades en pleine rue. Le territoire était en flammes, et la loi n'était plus qu'un concept vide. Billy ne se cachait pas. Il était présent à chaque escarmouche, chaque duel, chaque représaille, toujours en première ligne. Son visage commença à circuler dans les journaux, mais non plus comme le jeune orphelin de Silver City, mais comme un hors-la-loi sanguinaire. La presse en fit un symbole, l'ennemi public idéal pour justifier l'intervention fédérale. Mais chez les éleveurs hispaniques, chez les paysans appauvris par les abus des puissants, Billy n'était pas un criminel, c'était un justicier. Car ceux qui gouvernaient le territoire n'étaient pas des héros, c'étaient des voleurs en costume,
des banquiers entourés d'hommes armés, des juges qui ne rendaient justice qu'à ceux qui pouvaient payer. Billy fut accueilli, protégé, nourri et caché par ceux qui n'avaient rien. Pour eux, ce n'était pas l'enfant meurtrier. C'était le garçon qui avait eu le courage de défier le pouvoir quand tous les autres baissaient la tête. La guerre du comté de Lincoln s'intensifia. En quelques mois seulement, elle laissa derrière elle une traînée de cadavres dans les deux camps. Et bien que Billy ait commencé en cherchant la justice, il se retrouva rapidement pris dans une spirale de violence où il ne distinguait plus la vengeance de la survie. Chaque jour était un compte à rebours. Chaque nuit, une tranchée improvisée. Chaque ami mort, une raison de plus pour continuer à tuer, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral ne puisse plus l'ignorer. Narrateur, partie 3. La nouvelle parvint jusqu'à Washington. Un conflit armé dans le sud-ouest, avec des morts, des pillages et une corruption institutionnalisée. L'administration du président Rutherford Hayes devait rétablir l'ordre, ou du moins faire semblant qu'il existait encore. En réponse, ils envoyèrent un homme, Lew Wallace, ancien général de l'Union et nouveau gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique. Wallace avait une mission, mettre fin à la violence, identifier les coupables et pacifier le comté de Lincoln avant que le scandale n'éclate dans la presse nationale. Billy, conscient du danger, y vit une opportunité. Il écrivit personnellement au gouverneur. Dans sa lettre, il proposait de témoigner contre les assassins de Tunstall en échange d'un pardon total. Il disait être fatigué de fuir. Il voulait une vie normale. « Je n'ai même pas 20 ans », écrivait-il. « Je ne veux pas mourir comme ça. » Wallace accepta. L'accord était clair. Billy témoignerait devant un grand jury et recevrait la grâce promise. Il tint sa promesse. Son témoignage permit de formuler plus de 200 chefs d'accusation contre des membres de la maison. Mais quand vint le moment pour Wallace de tenir sa parole, il disparut. Il retourna à Santa Fe, et Billy se retrouva exposé. Sans soutien, sans protection, sans issue. Le procureur du comté, allié direct de Murphy, et Dolan, les maîtres de Lincoln, annula la majorité des accusations contre les vrais responsables, mais maintint les mandats d'arrêt contre Billy et les régulateurs. La trahison était totale. Et malgré tout, Billy réussit encore à s'échapper. Pendant une brève période, les régulateurs se sont dissous. Certains ont fui le territoire, d'autres ont été capturés ou tués. Mais Billy, lui, n'est pas parti. Il continua à voler des chevaux et du bétail, à échapper aux chasseurs de primes et à humilier les puissants qui avaient juré de le détruire. Chacun de ces crimes était une insulte publique. Chaque évasion, une moquerie envers le système. Et dans chaque ranch isolé, dans chaque masure hispanique, il y avait toujours quelqu'un prêt à le cacher. Parce que Billy n'était plus seulement un fugitif. Il était devenu une idée. Mais les idées, quand elles dérangent trop, doivent être éliminées. Et pour cela, les puissants avaient besoin de quelqu'un qui connaissait son esprit. Un chasseur prêt à mettre fin au mythe. L'élu fut Pat Garrett, un ancien camarade de Billy, cow-boy, joueur, chasseur de bisons et désormais shérif du comté de Lincoln. Ambitieux, calculateur, déterminé à redorer son image et à laisser une trace, Garrett ne cherchait pas la justice, il cherchait la notoriété. En décembre 1880, il forma une escouade armée. On l'appelait la Bande des chasseurs. Des hommes endurcis, forgés par les plaines, experts en filature et en mise à mort. Leur seule mission, capturer ou abattre Billy the Kid. La traque commença. Pendant des semaines, ils traversèrent les vallées et les déserts du sud du territoire. Garrett avançait avec une précision chirurgicale, utilisant des informateurs, faisant pression sur les sympathisants du fugitif, interceptant des lettres, suivant des traces, et peu à peu, il le coinça. Billy n'était pas seul, mais son cercle se réduisait. Les embuscades devenaient plus fréquentes. Ses amis les plus proches commencèrent à mourir. Tom Folliard tomba le premier. Une balle précise, de nuit, sans avertissement. Charlie Baudre fut le suivant. Pris au piège dans une cabane, sans issue, transi de froid. Lorsqu'il tenta de sortir, il fut abattu d'une décharge mortelle. Finalement, Garrett le captura à Stinking Springs. Sans nourriture, sans eau, sans feu. Cerné. Billy leva les mains et se rendit. Ils l'enchaînèrent et l'emmenèrent à Las Vegas, Nouveau-Mexique. Les rues se remplirent de monde, non pour le lyncher,
mais pour le voir. Il voulait savoir si ce que disaient les journaux était vrai, si ce jeune homme mince au sourire moqueur était vraiment l'assassin qui avait humilié le gouvernement. Billy ne semblait pas vaincu. Il riait, plaisantait avec les journalistes, se laissait photographier avec assurance. Il n'agissait pas comme un criminel ordinaire. Il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ce n'était pas encore fini. Il fut transféré à Santa Fe pour attendre son procès pour le meurtre du shérif Brady. Il fut reconnu coupable, condamné à mort. À 21 ans, Billy the Kid avait une date d'exécution, mais il n'avait pas l'intention de mourir pendu. L'exécution était prévue dans quelques semaines. D'ici là, Billy serait gardé jour et nuit par 2 agents armés dans la petite prison de Lincoln. Les ordres étaient clairs. Aucune erreur permise. Aucune indulgence. Mais ceux qui le surveillaient ne comprenaient pas vraiment à qui ils avaient affaire. Billy n'était pas simplement un tireur. C'était un stratège. Il observait, calculait, attendait. Et le 28 avril 1881, il saisit sa chance. Garrett était absent. L'un des gardes, Bob Ollinger, était parti dîner de l'autre côté de la rue. L'autre, James Bell, accepta d'accompagner Billy aux toilettes extérieures. Au retour, alors qu'il montait l'escalier, Billy se retourna brusquement, désarma Bell et lui tira dessus à bout portant. Ensuite, il se dirigea vers la fenêtre. Il savait qu'Ollinger reviendrait dans les secondes suivantes. Quand il le vit traverser la rue, il cria depuis la fenêtre « Salut Bob !» et il tira. Le coup de fusil retentit. Le corps d'Ollinger s'effondra comme un sac de farine. Il mourut sur le coup. Billy descendit, ramassa des armes, des munitions, un cheval et sortit au grand galop dans la rue principale de Lincoln, sous le soleil de l'après-midi, sans que personne n'ose l'arrêter. Ce fut son coup de maître, une évasion si audacieuse qu'elle devint immédiatement légendaire. Les journaux la relayèrent à la une à travers tout le pays. En quelques heures, le nom de Billy the Kid était de retour en première page, de la côte Est à la côte Ouest. Mais il n'était plus un simple fugitif. Il était devenu une icône, une figure qui semblait se moquer du destin. Et pourtant, beaucoup savaient qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Même ses amis les plus proches le suppliaient de fuir le territoire, de disparaître, de franchir la frontière et de se perdre au Mexique. Mais il ne le fit pas par orgueil, ni par défi, mais pour quelque chose de plus profond. Polita Maxwell, une jeune hispanique de seulement 6 ans, la seule personne qui, selon beaucoup, avait su toucher son âme. Pendant 3 mois, Billy resta caché dans l'ombre du territoire qu'il avait façonné. Personne ne savait exactement où il se trouvait, mais tout le monde savait qu'il n'était jamais parti. Il circulait entre les ranchs, protégé par ceux qui le considéraient encore comme un symbole de résistance. Mais quelqu'un était déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Pat Garrett n'avait pas oublié. Pour lui, capturer Billy n'était plus une question de devoir, c'était personnel. Les indices le conduisirent vers le nord, à Fort Sumner, où la famille Maxwell possédait une propriété. Garrett connaissait ce nom, et il savait ce qu'il signifiait. Dans la nuit du 14 juillet 1881, accompagné de 2 hommes armés, Garrett arriva au domaine. L'atmosphère était lourde, étouffante, silencieuse. Il plaça ses hommes sur le perron et se faufila à l'arrière, entra par la cuisine, avançant en silence jusqu'à la chambre de Pete Maxwell, le frère aîné de Polita. Garrett le réveilla à voix basse. Il devait confirmer si Billy se trouvait là, et à cet instant, des pas se firent entendre depuis l'extérieur. C'était lui. Billy, désarmé, soupçonna les ombres sur le perron. Il demanda doucement « Qui va là ?» Personne ne répondit. Il recula lentement vers la maison, désorienté. Avança dans le couloir jusqu'au seuil de la chambre où Garrett l'attendait. Une silhouette, un doute, une fraction de seconde. Le coup de feu retentit dans l'obscurité. Billy tomba au sol, les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte, murmurant encore une dernière question. Il mourut avant d'obtenir une réponse. À l'aube, la nouvelle s'était déjà répandue dans tout le territoire. Billy the Kid était mort. Pas de procès, pas de rédemption, juste un coup de feu dans l'obscurité. Pour beaucoup, c'était la fin d'un criminel. Pour d'autres, une exécution extrajudiciaire. Mais pour la communauté qui l'avait protégé, ce fut une perte immense. Car Billy n'était pas simplement un hors-la-loi. Il était l'un des leurs. À Fort Sumner, les voisins pleurèrent sa mort.
De vieilles mères mexicaines se souvenaient de lui dansant avec leurs filles. Des paysans parlaient de ce jeune homme qui souriait même lorsqu'il était poursuivi à travers tout le pays. Pour eux, il n'était pas l'assassin des journaux. C'était le garçon qui avait osé défier ceux qui leur volaient leurs terres. Il fut enterré dans le petit cimetière local, avec une simple croix et un nom qui, en réalité, ne lui appartenait pas. Henry McCarty, William Bonney, Billy the Kid. L'homme est mort, mais le mythe est né. Pat Garrett devint, pendant un temps, un héros national. Il publia un livre, donnait des interviews, mais il ne put jamais échapper aux fantômes qui l'avaient abattu. Il mourut des années plus tard, abattu sur une route poussiéreuse, criblé de dettes et méprisé. La maison, l'empire que Billy avait défié, s'effondra aussi. Ses dirigeants tombèrent dans l'oubli, leurs noms disparurent des cartes. Mais le nom de Billy a survécu, et il survit encore. Billy the Kid est mort à 21 ans, sans fortune, sans foyer, sans avenir. Mais plus d'un siècle plus tard, son histoire est toujours vivante. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement un tireur. Il était le reflet brutal de son époque, d'un territoire sans loi, d'une jeunesse sans avenir, d'une société où survivre relevait d'un acte de guerre quotidien. Billy n'est pas né monstre. Il a été façonné par la pauvreté, la trahison, l'abandon. Il a été poussé par la violence, jusqu'à ce que la violence devienne son langage. Et pourtant, au cœur du chaos, il y eut des instants d'humanité, quand il protégeait ceux qui prenaient soin de lui, quand il cherchait justice pour son mentor assassiné, quand il tenta, ne serait-ce qu'un instant, de quitter la voie du crime. Il fut loyal, audacieux, imprudent, mortel, mais aussi un jeune homme qui voulait être vu comme plus qu'une ombre. Aujourd'hui encore, son visage orne des t-shirts, des romans, des films. Des chansons sont écrites en son nom. Sa morale est débattue, son héritage, discuté. Et être-ce cela le plus troublant, qu'un jeune homme qui a tué, fui et défié le pouvoir soit encore rappelé, alors que ceux qui gouvernaient par la corruption et la violence ont été oubliés. Être parce qu'au fond, Billy incarne quelque chose qui dépasse son époque, la figure du rebelle qui ne rentre dans aucun moule, qui défie les règles imposées, qui lutte avec ou sans justice contre un système qui ne lui a jamais laissé sa chance. Il n'est pas nécessaire de justifier ses crimes, mais il est impossible d'ignorer les raisons pour lesquelles sa légende est née, car lorsqu'un jeune homme, sans rien à perdre, décide d'affronter un monde injuste, peu importe comment son histoire se termine. Son nom ne lui appartient plus. Il appartient à tous ceux qui, un jour, se demandent ce qu'ils auraient fait à sa place. Il est mort le 14 juillet 1881. Mais Billy the Kid n'a jamais cessé de chevaucher. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Si vous avez trouvé cette plongée dans la vraie vie de Billy the Kid, au-delà des mythes et des légendes enrichissantes, nous vous invitons à continuer d'explorer avec nous les figures qui ont marqué l'histoire par le sang, le feu et la volonté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Et si ce contenu vous a semblé précieux, partagez-le. Cela aide d'autres à découvrir l'histoire telle qu'elle a vraiment été. On se retrouve dans le prochain épisode.